Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 10 mars 2026 et notre cher ami, le professeur Mohammad Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un honneur. Professeur Marandi, il se passe actuellement un moment très important en Iran. Nous avons un nouveau dirigeant et beaucoup de gens en Occident ne savent pas qui il est, ni quelle sera la politique de son gouvernement. Que pouvez-vous nous dire pour nous aider à comprendre? La politique de l'Iran sous sa direction sera-t-elle moins flexible, plus flexible? Est-elle similaire à ce que faisait son père avant d'être martyrisé lors de l'attaque israélo-américaine? Que pouvons-nous apprendre de ses orientations politiques? Il n'existe pas beaucoup de vidéos ou d'images de lui permettant de comprendre sa position. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez cela? C'est un érudit religieux. Il a étudié à un haut niveau et a enseigné à des étudiants religieux de haut rang pendant environ 20 ans. En plus de sa formation religieuse au séminaire, il a également étudié à l'université. Il parle couramment l'arabe et l'anglais. Je ne suis pas sûr pour les autres langues, mais son père en parle plusieurs couramment. Il a travaillé pendant de nombreuses années dans le bureau de son père. Tous les enfants de l'ayatollah Khamenei mènent une vie très discrète, comme vous le savez. On ne les voit jamais à la télévision, ni dans des activités publiques. Parfois, par exemple, lors de manifestations, certaines agences de presse privées peuvent les montrer s'ils participent avec leurs épouses et leurs enfants à un rassemblement ou quelque chose de ce genre. Mais la plupart des gens ne reconnaîtraient aucun de ces enfants s'ils les croisaient dans la rue. Et lui-même ne fait pas exception. Aucun des enfants de l'ayatollah Khamenei, le martyr ayatollah Khamenei, n'est impliqué dans les affaires. Ils n'ont aucune entreprise. Ce n'est pas que l'ayatollah Khamenei soit opposé au commerce, mais il estime que les personnes de son entourage, celles qui lui sont affiliées, doivent s'abstenir de toute activité commerciale. Ainsi, aucun de ses enfants, y compris l'ayatollah Saïd Mujtaba Khamenei, n'a d'entreprise. Il possède une grande connaissance des politiques et ses liens avec les figures politiques et militaires sont très solides, car il travaille dans le bureau de son père depuis de nombreuses années. Il a été l'assistant de son père pendant tout ce temps. Je suppose que nous verrons une continuité. Ses idées sont proches de celles de son père. Mais l'Iran a changé, Nima. Tu sais, après la guerre, après 2 guerres successives, où les États-Unis ont tenté de tromper les Iraniens avant de lancer une attaque soudaine. Et après le martyre de tous ces enfants, je veux dire il y a seulement quelques heures, ils ont bombardé des autoroutes à Téhéran. Ils ont bombardé des écoles, ils ont bombardé des hôpitaux, ils ont bombardé à plusieurs reprises la radio et la télévision iranienne. J'avais été invité à une émission et lorsque je m'y suis rendu, j'ai vu que le bâtiment où j'étais allé auparavant pour la chaîne d'information avait été bombardé. Ils m'ont donc emmené dans un autre bâtiment. Après avoir fait mon interview et être parti, 1 heure plus tard, ils ont de nouveau bombardé tout le complexe cette fois. Alors, vous savez, c'est à cela que le peuple iranien est confronté. Et il y a eu des scènes extraordinaires, vraiment extraordinaires, à travers l'Iran depuis 10 jours maintenant. Chaque nuit, des millions, des dizaines de millions de personnes descendent dans les rues à travers le pays, y compris à Téhéran. En défiance des États-Unis, en défiance de Trump, en défiance de cette guerre occidentale contre l'Iran, où tous ces mandataires régionaux sont complices. Hier, j'ai été témoin d'un événement extraordinaire. Je suis allé à la place Al-Ghalab. J'étais pas près de la place parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'étais à l'est de l'université de Téhéran,
sur la rue Engelab. Oui, à l'est de l'université de Téhéran sur Engelab. Et puis, avec toutes ces personnes dans les rues, ils ont mené une énorme frappe aérienne sur Téhéran. Professeur Marandi, nous vous avons perdu un instant. Vous avez mentionné toutes ces personnes dans la rue, puis nous ne vous avons plus entendu. Oui, j'y étais, sur l'avenue Engelab, à l'est de l'université de Téhéran, au milieu de la foule. Les gens étaient là pour soutenir le nouveau dirigeant et pour défier le régime de Trump et la coalition d'Epstein. Puis ils ont commencé à bombarder Téhéran. C'était une frappe plus lourde, pas très loin, et personne n'a bougé. Personne, hommes, femmes, enfants. C'était tout simplement incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel, ni en vidéo, ni ailleurs dans le monde. Ils ont tous commencé à scander la parole de l'imam Hussein le jour d'Ashura, le petit-fils du prophète à Karbala, lorsqu'il allait être martyrisé. Loin de nous l'humiliation, ou nous sommes loin de l'humiliation. En d'autres termes, nous n'accepterons jamais l'humiliation. C'était tout simplement incroyable pour moi de voir toutes ces femmes, ces enfants et ces hommes qui refusaient de céder. Incroyable. Comment les États-Unis pourraient-ils jamais vaincre un tel peuple? Ce n'est pas possible. Si les analystes et les experts américains, ces soi-disant spécialistes de l'Iran qui détestent tellement l'Iran et la culture iranienne, avaient lu au sujet de l'imam Hussein et de l'Aqura, ils se seraient abstenus d'attaquer l'Iran. Ils auraient compris que ce n'est pas une guerre gagnable. Mais en tout cas, c'est triste de voir à quel point l'Occident peut être malfaisant. Quand Trump parle, vous savez, de la satisfaction qu'il y aurait à couler des navires plutôt qu'à les capturer, et que le public rit. C'est écœurant. Le régime, leurs journalistes, leurs médias, c'est tout simplement irrécupérable. Tu sais, Nima, en Iran, je veux dire, c'est anecdotique, mais les femmes ont peur de prendre une douche. Elles ont peur que si la maison est bombardée, elles n'aient pas leurs vêtements sur elles. À quel point le régime de Washington peut-il être malfaisant et sinistre? À quel point ces journalistes, commentateurs et experts occidentaux peuvent-ils être malfaisants et sinistres? À quel point sont-ils lâches et bestiaux? Ils sont en dessous. Non, ce ne sont pas des animaux. Ils sont en dessous des animaux. Mais en tout cas, la détermination des Iraniens est extraordinaire. Et je pense que tous les mensonges et la désinformation de Trump et de ses alliés finissent par se révéler. Il disait, si tu te souviens, après 3 ou 4 jours, que les missiles et les drones iraniens diminuaient en nombre. Je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient publié ce graphique. Et pourtant, l'Iran les frappe jour et nuit, en Palestine occupée, à travers la région du Golfe Persique. Ils les frappent durement et ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Ils ne laisseront pas une seule goutte de pétrole sortir tant que la guerre ne sera pas terminée. Pas un cessez-le-feu. L'Iran n'acceptera pas de cessez-le-feu. La guerre doit se terminer selon des conditions acceptables pour l'Iran, et ces conditions doivent garantir que, à l'avenir, les États-Unis ne puissent plus menacer l'Iran. La région ne peut plus servir de réseau de base militaire pour frapper l'Iran. Les dictatures arabes de la région du Golfe Persique, elles doivent soit disparaître, soit se transformer complètement. Elles devront répondre des crimes auxquels elles ont contribué. Elles ne sont pas neutres. Et ils devront offrir un environnement dans lequel l'Iran ne se sentira plus menacé. Point final. Donc cela va changer. Avec le régime Trump maintenant, on voit toutes ces déclarations contradictoires. Une minute, il dit que la guerre est sur le point de se terminer. La suivante, il dit qu'il va détruire la nation iranienne. Il va détruire la nation iranienne. Et il n'y a aucune indignation en Occident. Et ces soi-disant Iraniens aux États-Unis qui ont soutenu Trump et au Canada, ces imbéciles ou ces criminels
Beaucoup d'entre eux sont payés, tu le sais aussi bien que moi. Il y a des centaines de chaînes de télévision iraniennes en Occident financées par les services de renseignement occidentaux. Il existe des fermes de trolls. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais beaucoup de ces gens sont des mercenaires et leurs familles, et quelques imbéciles. Mais le fait est que Trump l'a dit ouvertement. Il ne peut pas, mais il dit qu'il va détruire l'Iran, la nation. Et il n'y a aucune indignation morale. On ne voit pas de journalistes occidentaux dans The Guardian dire « c'est un criminel de guerre, il doit être arrêté ». On ne voit pas cela sur Fox News ou CNN, parce que les élites aux États-Unis n'ont aucune moralité. Elles n'ont aucun sens moral. Et ce sont des lâches. Professeur Marandi, vous avez mentionné le bombardement des autoroutes. Nous avons appris, par le Croissant Rouge iranien, qu'ils ont bombardé jusqu'à présent 67 centres médicaux à travers l'Iran. En regardant la situation actuelle et les cibles qu'ils frappent, pensez-vous qu'ils aient une stratégie ou cherchent-ils simplement à infliger des souffrances au peuple iranien? Ils font tout leur possible pour détruire ce peuple. C'est tellement absurde. Ceux qui affirmaient auparavant que Donald Trump disait vouloir libérer le peuple iranien, ils les attaquent. On voit bien qu'ils s'en prennent au peuple iranien, pas à autre chose. Ils n'ont aucune information fiable. Avant le début de cette guerre, ils affirmaient disposer de nombreux renseignements, connaître les zones stratégiques de l'Iran et vouloir les frapper. Mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, des journalistes de CNN présents en Iran rapportent ce qui se passe en ce moment, et les responsables iraniens confirment qu'ils visent des civils. Nima, ils savent ce qu'ils font. Tous ces hôpitaux, tous ces centres médicaux, on peut les trouver en ligne. Tu peux utiliser des applications iraniennes, tu peux utiliser Google Maps, tu peux utiliser des applications chinoises. Ce sont tous des entités connues. Toutes les écoles, tous les hôpitaux, tous les commissariats locaux, tous les centres d'ambulance, les centres d'urgence, la Société du Croissant Rouge, qui elle-même a été bombardée. Ce sont des actes intentionnels, pas accidentels. Ce sont des actions délibérées. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. Eh bien, tout d'abord, ils sont barbares et ils sont génocidaires. Souviens-toi, l'ambassadeur des États-Unis en Palestine occupée a dit cela, et beaucoup d'Américains, ou plutôt les élites, disent que les Israéliens forment l'armée la plus morale du monde. Pour le régime de Washington, la morale n'a aucune importance. Ils sont furieux d'avoir échoué à vaincre l'armée iranienne. Les forces, les gardes, les volontaires, la police, tout le monde. L'Iran a réussi à leur résister. Ils ne peuvent rien faire contre les capacités iraniennes en missiles et en drones. Après tout ce temps, 12 jours déjà, les Iraniens les frappent jour et nuit. Alors ils sont frustrés, ils sont en colère. Et que font-ils? Ils se vengent sur la population. Ils cherchent à semer la peur et la terreur pour que les gens aient peur. Les femmes et les enfants sont terrifiés. Les mères craignent pour leurs filles. Les hommes aussi. C'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils ont mené de lourdes frappes aériennes pendant le rassemblement d'hier. Ils voulaient terroriser ces gens, provoquer une sorte de panique et les humilier. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit dans le monde entier. Le monde se tient aux côtés de l'Iran. Les médias occidentaux, qu'il s'agisse des libéraux, de la soi-disant gauche ou des soi-disant conservateurs, les médias Epstein, tous sans exception, ne peuvent plus dissimuler la réalité. Le récit vieux de 40 ans sur l'Iran s'effondre. Les gens commencent à reconnaître qui est le mal et qui est le bien. Le péché de l'Iran, c'est de dire non au génocide. Le péché de l'Iran, c'est de dire non à la suprématie ethnique. C'est de cela qu'il s'agit dans toutes ces guerres. C'est de cela qu'il s'agit dans toutes ces attaques terroristes.
et dans l'envoi de terroristes en Iran. Voilà ce que sont toutes ces sanctions, les sanctions barbares de pression maximale. Alors que l'Iran se tient aux côtés du peuple de Gaza et du peuple de Cuba, les régimes de notre région, d'Erdogan à Sisi, en passant par Mohamed Ben Zayed, Mohamed Ben Salman et les autres, se rangent tous du côté de Trump. Ils font tous partie de la coalition Epstein. En ce moment même, l'Iran a neutralisé presque tous les systèmes radars américains dans la région, dans le golfe Persique. La Turquie aide actuellement les Américains et les Israéliens grâce à une installation radar sur son territoire, afin de contrer les frappes de missiles iraniennes et de les aider à mener des attaques contre l'Iran. C'est de cette coalition Epstein élargie qu'il s'agit. L'un des principaux points stratégiques jusqu'à présent pour l'armée iranienne a été d'attaquer tous les radars du golfe Persique. D'une certaine manière, les Israéliens, avec les États-Unis, sont désormais un peu aveugles, vous voyez, car le système d'alerte aérienne ne fonctionne plus. Ils n'ont qu'un court laps de temps pour rejoindre les zones sûres désignées par le gouvernement israélien. Mais dans l'ensemble, il ne semble pas que cette situation puisse être durable pour les Israéliens. Que pouvez-vous dire de l'intensité et des manœuvres stratégiques de l'armée iranienne aujourd'hui? Le CGRI, conjointement avec l'armée régulière, en ce qui concerne ces attaques. Vous avez mentionné que le nombre de missiles a diminué. Le nombre a baissé, mais qu'en est-il des cibles? Sont-ils toujours en train de frapper les mêmes? Doivent-ils faire la même chose que lors des premiers jours du conflit? Ou bien cette réduction a-t-elle été intentionnelle, délibérée? Eh bien, le nombre de missiles a été réduit après les 3 ou 4 premiers jours, car l'Iran envoyait de grandes vagues d'anciens missiles et de drones pour neutraliser les systèmes de défense aérienne et épuiser leurs missiles solaires. Les missiles utilisés par l'Iran pendant la première semaine, 8 ou 9 jours disons, je ne suis pas tout à fait sûr, étaient presque exclusivement avec les drones, des modèles fabriqués il y a environ 15 à 20 ans. Après cela, l'Iran a réussi à détruire la plupart des installations radars et à épuiser les systèmes de missiles solaires. Puis, ils ont commencé à utiliser, non pas la technologie la plus récente ou la plus avancée, mais des missiles construits il y a un peu plus d'une décennie. Et ils passaient tous, ou presque tous. Bien sûr, les missiles et les drones iraniens font la même chose de l'autre côté du golfe Persique contre les actifs américains. Non seulement les bases américaines, mais tout ce qui peut être défini comme un actif des États-Unis. Cette définition s'élargira si le ciblage des infrastructures iraniennes et le massacre de civils se poursuivent. Comme tous ces régimes, ces dictatures familiales arabes sont complices, l'Iran devra riposter. Je veux dire, ils ont frappé des usines de dessalement en Iran. S'ils vont jusque-là, si l'Iran est contraint de le faire, puisque ces régimes et les forces d'occupation américaines dans ces pays arabes dépendent entièrement des usines de dessalement, ils seraient obligés de quitter la péninsule arabique. Ils devraient se réfugier au Yémen ou en Irak. C'est donc une voie directe à suivre, et ces régimes permettent aux États-Unis de le faire. Nous avons déjà vu des signes indiquant que les États-Unis utilisent même leur territoire pour tirer des missiles, pas des avions, mais des missiles lancés depuis des pays du golfe Persique. Par exemple, vous avez vu qu'ils utilisent ces pays, l'Arabie saoudite, le Koweït, tous. Ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Donc si les États-Unis intensifient ou s'ils escaladent, l'Iran peut escalader bien plus que les États-Unis, car les actifs qui existent dans la région du golfe Persique, dans ces pays,
dans ces régimes familiaux sont très précieux pour l'Occident. Toutes ces raffineries, toutes ces usines pétrochimiques, tous ces champs de pétrole et de gaz, tous ces pétroliers et ports, cela dévasterait les États-Unis. Le prix du pétrole s'envolerait. Le prix de l'essence s'envolerait. Et même s'il y a une suspension des hostilités, il n'y aura rien à extraire du Golfe Persique. Aucun pétrolier, rien ne bougera. Et les États-Unis souffrent déjà. Je veux dire, non seulement le prix du pétrole a augmenté et continuera d'augmenter, même s'ils ont essayé de le manipuler hier, mais chaque jour, 20 millions de barils de pétrole manquent sur le marché. 20 millions de plus s'ajoutent chaque jour à la quantité qui n'est plus disponible pour les consommateurs. Donc après, disons, 10 ou 11 jours, peut-être un peu plus de 10 jours, on parle d'environ 200 millions de barils de pétrole qui ne sont pas sur le marché alors qu'ils devraient l'être. Et ensuite, ce pétrole est massivement vendu en dollars. Une grande partie de cet argent va à la bourse américaine, ou sert à acheter des bons du Trésor américain, ou encore des armes américaines, car ces régimes arabes achètent d'énormes quantités d'armes. Ils ne savent même pas les utiliser. Ils n'ont même pas le personnel. Ils n'ont même pas les pilotes pour faire voler les avions, sans parler du reste. Ils les achètent simplement parce qu'ils touchent des commissions. Les princes, mais aussi les sénateurs américains, et vous savez, les Européens. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, l'industrie de l'armement souffrira, la bourse souffrira, le consommateur, la consommation qui en découle. Je veux dire, il y a tellement de niveaux de dommages que l'Iran peut infliger à l'Occident. Mais le préjudice ultime sera l'effondrement des économies occidentales. Et cela dans les cartes. C'est faisable. Cela se produira s'ils intensifient le conflit et tentent d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force ou s'ils essayent de détruire des infrastructures clés. Cela se produira. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre. L'Iran est déterminé à faire en sorte que cette guerre se termine d'une manière qui garantisse la sécurité iranienne pour l'avenir, que ces questions soient résolues et que les États-Unis ne puissent plus menacer l'Iran à l'avenir. La sécurité de l'Iran sera assurée pour les décennies à venir. Il en va de même pour les alliés de l'Iran dans toute la région. Les États-Unis ne pourront pas mettre fin à ce conflit sans que les problèmes régionaux soient traités d'une manière ou d'une autre. Cela se terminera par une défaite stratégique pour les États-Unis et par extension, bien sûr, pour le régime israélien, sans aucun doute. Il y a eu un appel téléphonique. Le ministre des Affaires étrangères du Japon a appelé le ministre iranien des Affaires étrangères. Que demande-t-il? Quel est le problème? Nous savons que le Japon, vous savez, la réalité du détroit d'Ormuz a durement touché l'économie japonaise. C'est l'un des pays les plus dépendants du détroit d'Ormuz. Plus de 90% de son énergie y transite. Mais quelle est la politique? Quelle a été la réponse de l'Iran au ministre japonais des Affaires étrangères? Nima, tu fais cette émission depuis au moins quelques années, non? Je ne sais pas exactement quand elle a commencé. Nous en parlons depuis très longtemps, peut-être depuis 2 ans maintenant. Tu reçois beaucoup d'invités dans tes émissions. Je pense que les gens qui regardent ton émission, pas seulement toi et moi, mais les autres, savaient que cela allait arriver. Ils savaient que si les États-Unis attaquaient l'Iran, l'Iran riposterait sur tous les fronts. Donc ta communauté de spectateurs, qui regarde aussi tes autres invités, et tu as de meilleurs invités que moi, s'y attendait. Comment se fait-il que Trump, après le début de la guerre, dise qu'il a été surpris que l'Iran riposte dans la région du Golfe Persique? Cela montre l'ignorance totale des élites à Washington. Et peut-être que ceux qui savaient un peu ont caché la vérité parce qu'ils sont pro-israéliens avant tout.
Ils ne se soucient pas des intérêts américains ni de l'économie mondiale. Ce qui les préoccupe en ce moment, c'est le sionisme. Tu entends les bombes? Bref, ils ne se soucient pas de l'économie ni de l'économie japonaise. Le régime israélien et les partisans d'Israël qui dirigent les États-Unis, ils ne se soucient pas de l'économie du Japon. Je ne sais pas, il y a eu une grosse explosion dans notre quartier. C'est en quelque sorte le quartier où je me trouve en ce moment. Ce sont toutes des maisons, tout ça, tu vois. Enfin bref. Donc le régime israélien et les Américains, ce sont eux qui ont créé cette crise. Alors, quand le ministre japonais des Affaires étrangères communique et prend contact avec les Iraniens, bien sûr qu'ils s'inquiètent pour son économie parce qu'ils en dépendent énormément. Et bien sûr, encore plus que le Japon, il y a l'Inde. Et le Premier ministre indien a commis la grave erreur de s'aligner sur Netanyahou. Ils n'ont pas de réserve de pétrole. Ils n'ont pas de réserve stratégique. Je ne sais pas si vous pouvez entendre les explosions. Ils n'ont pas de réserve stratégique. Le Japon, lui, en a. Donc l'Inde va être très durement touchée, encore plus que le Japon. Mais le fait est que, lorsqu'ils contacteront l'Iran, à quoi vous attendez-vous comme réponse? D'accord, nous accepterons le cessez-le-feu. Bien sûr que non. Nous n'allons pas leur permettre de se regrouper pour ensuite nous attaquer à nouveau dans 8 mois, faire semblant de négocier, puis nous bombarder encore. Cela n'arrivera pas. C'est terminé. Nous serions des imbéciles d'accepter cela. Alors il peut appeler. Tous les ministres des Affaires étrangères du G7 peuvent appeler. Les premiers ministres peuvent appeler. Cela ne change rien. Cette guerre se terminera par un changement fondamental dans notre région. Les États-Unis et leurs supplétifs ne pourront plus nous menacer comme ils l'ont fait auparavant, et cela inclut les alliés de l'Iran. Est-ce que ce sera la fin? Peut-être pas, mais ce sera un changement immense, et les États-Unis seront un empire affaibli, sans aucun doute. C'est un tournant. Donc peu importe vraiment ce que dit le ministre japonais des Affaires étrangères. Les exigences fondamentales de l'Iran ne changeront pas. L'Iran est très sûr de lui. L'Iran riposte avec intensité. Les frappes de ces 2 ou 3 derniers jours ont été extrêmement intenses sur tous les fronts. Et les Américains ne peuvent rien y faire. C'est pour cela qu'ils tuent tant de gens. C'est pour cela qu'ils assassinent et massacrent des enfants et des nourrissons à travers l'Iran. Ils peuvent contacter l'Iran, tenter de l'attaquer ou essayer de prendre le détroit d'Ormuz. Cela ne fonctionnera pas. Cela rendra les choses bien pires pour eux. Ce sera durablement pire. Car si la guerre se termine sans la destruction des installations pétrolières et gazières dans toute la région et le Caucase, il y aura un préjudice permanent pour l'économie mondiale, mais elle continuera de fonctionner. Mais si la situation dégénère, ce sera la fin. Nous connaîtrons une dépression économique mondiale comme l'humanité n'en a jamais vu depuis plusieurs siècles. Nous avons eu le chef du Conseil national de sécurité iranien, Ali Larijani, qui a déclaré que le détroit d'Ormuz serait soit un détroit de paix et de prospérité pour tous, soit un détroit de défaite et de souffrance pour les va-t-en-guerre. Et professeur Marandi, pensez-vous qu'il a publié ce message sur Twitter dans plusieurs langues? Le Dr Larijani a tweeté cela dans plusieurs langues. Oui, exactement. Quel est le message? Parce que nous avons eu l'un des responsables iraniens, Kamal Karazi. Beaucoup de gens le connaissent, car il a été l'un des principaux conseillers du guide suprême de l'Iran, et je suppose qu'il est aussi conseiller du nouveau dirigeant. Il a déclaré que les négociations ne sont plus la solution pour les Iraniens, car ils ne font pas confiance aux Américains pour négocier. Quelle est votre compréhension?
Que pensez-vous de ce qu'il a dit dans cette interview à CNN? Les faits sur le terrain doivent changer. Les faits sur le terrain dans toute la région doivent changer. Dans ces dictatures familiales arabes, les Émirats, Oman, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite, ainsi qu'en Irak, dans le nord de l'Irak et dans la République d'Azerbaïdjan, les faits sur le terrain doivent changer. L'Iran ne tolérera plus les menaces. Il ne tolérera plus la collaboration avec le régime israélien ou le régime Trump qui pourrait entraîner des problèmes de sécurité nationale pour le pays. Alors, négocier avec les États-Unis, pourquoi devrions-nous même leur parler? Ce sont des menteurs. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont trompeurs. On ne peut pas négocier avec le régime Trump. S'il dit qu'il fera A demain, le fera-t-il vraiment? Non. Négocier avec lui, c'est être dupe. Ce qui doit se produire, c'est que les faits sur le terrain doivent satisfaire les Iraniens, et ce sera un grand changement. Ce n'est donc plus une question de papier, ni de promesses venant de la Maison-Blanche. Leurs papiers ne valent rien. Leurs promesses ne valent rien. Ils ne valent rien. Mais ce sont les faits sur le terrain qui détermineront quand la guerre prendra fin. D'après ce que nous avons appris du président iranien, il prépare l'économie à une guerre de longue durée. L'économie entre dans la même phase que celle que nous avons connue pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Le peuple sait comment cela fonctionne. Et la plupart des personnes qui sont aujourd'hui aux commandes, responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, sont les mêmes qui ont participé à cette guerre. Vous-même avez pris part à cette guerre et vous comprenez ce qui se passe et comment l'économie se prépare à une guerre prolongée. Nima, tu connais l'Iran. L'Iran a 15 voisins. Je pense que l'attaque contre la raffinerie qu'ils ont menée et qui a répandu des substances toxiques à travers Téhéran était une attaque chimique contre le peuple iranien. Je pense que ma toux s'est aggravée à cause de cela et que cela provoque le cancer. Ils ont envoyé des messages aux personnes blessées pendant la guerre par des armes chimiques, les mêmes armes chimiques que l'Occident avait données à Saddam pour leur dire de ne pas sortir. Donc, je pense que ma toux est pire à cause de cela, et je m'en excuse. C'est comme la 3e ou 4e fois que je tousse. L'Iran a 15 voisins. Il peut importer et exporter ce dont il a besoin par le nord, l'ouest et l'est. Les Américains ne peuvent rien y faire, et ce sera difficile. Je n'en doute pas. Nous ne doutons pas que la vie deviendra plus difficile avec le temps. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons modifier la réalité sur le terrain pour que l'économie fonctionne. Ce sera plus difficile pour nous tous, sans aucun doute, et des gens mourront. Les États-Unis continueront de viser les femmes et les enfants pour semer la terreur. Et bien sûr, le régime sioniste fait toujours cela. Mais nous continuerons jusqu'à obtenir ce que nous voulons, ce que nous exigeons. L'Iran est un pays de la taille de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunis. Comment les États-Unis pourraient-ils nous arrêter ou nous étouffer? C'est impossible. Nous pourrons obtenir ce dont nous avons besoin, que ce soit de la nourriture, des armes ou d'autres fournitures. Nous tiendrons pendant cette période, et la guerre finira par se terminer. Nous sommes prêts pour une guerre très longue, mais elle prendra fin, car les États-Unis ne pourront pas continuer ainsi encore longtemps. Cela prendra peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, mais ce n'est pas tenable. L'économie américaine est en mauvais état, et la situation politique là-bas n'est pas bonne. Les dépenses s'élèvent probablement à au moins 2 ou 3 milliards de dollars par jour. Je veux dire,
Ils doivent acheminer chaque jour tout ce dont ils ont besoin depuis les États-Unis jusqu'à notre région du monde. Et ils tirent des missiles et des drones qui sont abattus, et ils se battent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils dépensent d'énormes quantités de carburant pour avions. Et bien sûr, d'où pensez-vous que vient ce carburant? Qui le leur fournit? Je veux dire, ce sont eux qui fournissent le pétrole à Aliyev, le pétrole à Netanyahou pour mener ses guerres et produire son propre carburant. Mais qui fournit tout ce carburant aux États-Unis pour mener leur raid aérien? C'est une question à laquelle il faudra sans doute s'attaquer. Mais le fait est que, pour les États-Unis, le coût de la guerre, direct et indirect, est énorme et qu'il s'agit d'une guerre de choix. Pour l'Iran, c'est une guerre de survie et l'Iran dispose de nombreux moyens de se maintenir jusqu'à ce qu'il vainque l'ennemi. Pendant que nous parlons, une vidéo de Netanyahou vient tout juste de sortir. Il en parle encore. C'est incroyable de voir à quel point ces gens sont dans le déni. Il parle du peuple iranien qui viendrait aider Israël et les États-Unis. Nous savons que c'est une manœuvre désespérée de leur part. D'un autre côté, professeur Menendez, je pense que ce dont ils rêvent, avant que vous ne continuiez, je veux juste dire, ce n'est pas seulement Netanyahou. Ce sont le Guardian, l'Independent, le Times de Londres, le Washington Post, le New York Times. Ils mentent tous à leur public et disent « le peuple iranien ». Le peuple iranien n'a jamais été de leur côté. Le peuple iranien ne les a jamais soutenus. Le peuple iranien n'a jamais soutenu les terroristes et les meurtriers. Le peuple iranien a soutenu la République islamique d'Iran. Ils ont tous menti. Ce n'est pas seulement Netanyahou. Netanyahou est simplement plus mis en avant, mais les autres ne sont pas différents. Ils justifient la guerre en créant ces récits selon lesquels ils veulent sauver le peuple iranien. Ils contribuent aussi à rendre la guerre possible en diabolisant l'Iran, en mentant sur la société iranienne. Mais regardez maintenant, sous les frappes aériennes, les gens sont dans les rues. Une grosse bombe a explosé près d'Ispahan. J'ai publié une photo. Les gens manifestaient. On peut voir l'explosion à proximité, mais ils tiennent bon. L'Occident ne vous montre pas cela. Les médias occidentaux non plus. Donc, ils ne sont pas différents de Netanyahou. Désolé, je t'ai interrompu. D'un autre côté, ce dont Donald Trump rêve essentiellement, c'est que le peuple kurde fasse quelque chose en sa faveur. Nous avons appris de Reuters que les Kurdes de Syrie ont dit aux Kurdes d'Irak qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient reçu des Américains, car les Américains les ont en quelque sorte trahis en Syrie. Et ils expriment leur compréhension envers ce que nous appelons le Kurdistan turco-irakien. Est-ce que cela va poser un grand problème à l'Iran, qui devra faire face à ces personnes venant d'Irak? Et à quel point ce problème est-il sérieux? Est-ce quelque chose qui pourrait être géré au niveau régional? Ou bien l'État devrait-il en décider? Tout d'abord, les Kurdes iraniens. Leur relation avec l'Iran est historiquement très différente de celle qu'entretiennent les Kurdes de Turquie ou d'Irak avec leur gouvernement. Le lien est bien plus fort. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque Saddam Hussein a mené cette fameuse opération Anfal, si je me souviens bien, c'est ainsi qu'elle s'appelait, contre les Kurdes du nord de l'Irak, 2 millions de Kurdes ont fui vers la Turquie et 2 millions vers l'Iran. Les Iraniens ont ouvert leurs frontières. Ils sont tous entrés en Iran. Ils étaient libres d'entrer. En Turquie, ils ont fermé les frontières et n'ont permis à aucun d'entre eux de passer. Ils sont restés bloqués à la frontière, côté irakien. La relation est complètement différente. Et au-delà de cela, vous savez, quand les Iraniens traitent les Kurdes irakiens de cette manière, imaginez la relation à l'intérieur même de l'Iran.
La relation est profonde, religieuse, culturelle. Nowruz est une fête pour les Azéris, la République d'Azerbaïdjan et les Kurdes d'Irak, ainsi que dans tout l'Iran. Donc les Azéris sont aussi chiites. Et beaucoup de gens en République d'Azerbaïdjan veulent entretenir des relations très étroites avec l'Iran. Beaucoup veulent en faire partie. Et de nombreux Iraniens souhaitent également que la République d'Azerbaïdjan fasse partie de l'Iran, n'est-ce pas? Ce sont des liens étroits. Ce n'est pas la politique du gouvernement iranien. Mais si vous demandez aux gens en Iran, ils diraient qu'ils veulent qu'elle revienne à l'Iran. Les liens qui existent entre les Iraniens sont donc très forts. Et l'Occident, s'il pousse les groupes terroristes kurdes et leurs supplétifs au Kurdistan irakien à soutenir ces groupes, la seule chose qui se produira, c'est que Professeur Marandi, vous m'entendez? nous n'avons pas entendu votre dernière phrase. Si cela se produit, si les groupes terroristes kurdes basés dans le nord de l'Irak, ainsi que le gouvernement kurde autonome qui s'y trouve, aident les Américains et attaquent l'Iran, alors les forces armées iraniennes, avec la résistance irakienne et les forces armées irakiennes, mettront fin au gouvernement autonome du nord de l'Irak. Ce sera terminé. Ils seront les grands perdants. Le clan de la famille Barzani, la mafia qui dirige le nord de l'Irak, disparaîtra. Ce n'est donc pas une situation gagnante. Il en va de même pour la République d'Azerbaïdjan. Les Iraniens ont averti Aliyev de cesser d'aider le régime israélien, et si quelque chose se produit, il tombera immédiatement. Il n'a aucune chance. Le peuple de son pays, un gouvernement décent, prendra le pouvoir. Les peuples finiront par accéder au pouvoir. Il est donc dans leur propre intérêt de se retirer et d'éviter de détruire leur vie et leur prospérité. Pour ces régimes, il vaut mieux préserver ce qu'ils possèdent plutôt que d'obéir aux États-Unis. Et les États-Unis, sont-ils fidèles à leurs amis? Ils ont trahi leurs alliés en Syrie. Même aujourd'hui, dans le Golfe Persique, on voit des élites proches des familles royales affirmer que les États-Unis ne se soucient pas d'eux, mais seulement de la protection du régime israélien. Les États-Unis enverront des gens à la mort, mais lorsque les choses tournent mal, ils ne les aideront pas. Quand ils perdent, quand ils sont vaincus, ils s'en vont simplement. C'est ainsi que les États-Unis ont toujours agi. Je n'éprouve donc aucune inquiétude concernant la République d'Azerbaïdjan ou le nord de l'Iran. Que pensez-vous des commentaires de Donald Trump sur le nouveau guide suprême de l'Iran? Il a dit qu'il n'était pas satisfait de cette nomination. Et ce n'est pas la première fois. L'Iran a une longue histoire avec ce genre d'attitude, qui remonte à Mohammad Mossadegh en 1953. Et maintenant, en 2026, c'est tellement étrange qu'un pays, il n'a même pas l'importance nécessaire pour décider de ce qui se passe à New York, se permettre de parler du président de l'Iran. Qui sera le président? Qui sera le guide suprême de l'Iran? Qui est qualifié pour ce poste? Qui est Donald Trump pour en décider? Comment l'Iran perçoit-il ces commentaires étranges du président des États-Unis? Eh bien, vous savez, c'est un empire. Vous avez vu le secrétaire d'État américain à Davos parler de la grandeur de l'empire. Je pense que si vous vivez au Brésil, les Latino-Américains savent exactement ce que les conquistadors leur ont fait subir pendant ces 500 ans, et ce qui est arrivé à l'Afrique, le pillage de l'Afrique, et à travers l'Asie, les guerres de l'opium. C'est ce que le secrétaire d'État américain apprécie. Et bien sûr, on peut voir qu'il est sincère, puisqu'il aime le génocide à Gaza. Il aime bombarder les Iraniens. Il disait donc que les 500 ans de colonisation, ces jours glorieux, doivent être ravivés. Il était contrarié par l'indépendance et la décolonisation, affirmant que les Américains devaient revenir en arrière et ressusciter cette ère de gloire.
Et tous ces Européens, ils l'applaudissent comme des phoques. Alors pourquoi Trump ne parlerait-il pas comme ça? Mais c'est justement ce dont parlait la révolution islamique. C'était pour que les États-Unis ne dictent plus jamais leurs conditions au peuple iranien. Et cela ne se reproduira pas. Je pense qu'après ce que l'Iran fera aux États-Unis dans cette guerre, beaucoup d'autres pays ne prêteront plus attention à Trump. Ils l'ignoreront davantage et le défieront plus qu'avant. Je pense que nous allons assister à de grands changements à travers le monde après que l'Iran aura infligé aux États-Unis une défaite stratégique décisive. C'est déjà arrivé. Les États-Unis ont déjà été vaincus, mais cela n'a pas encore été compris. L'un des principaux points soulevés par Khalilzad dans son entretien était que le problème entre les États-Unis et l'Iran est davantage lié à l'économie, que lorsqu'il s'agit de trouver une solution au conflit, l'économie pourrait contribuer à ramener un certain bon sens dans la situation. Il parlait de la question du détroit d'Ormuz. Voyez-vous l'Iran mettre en œuvre le même type de politique que celles utilisées par les Yéménites et Salah en mer Rouge? Laissez passer les pétroliers chinois, mais bloquez les autres. À quel point pensez-vous que l'Iran sera sélectif dans ses politiques, dans le détroit d'Ormuz? Quelle est votre analyse? Oui, il est tout à fait possible qu'à partir de maintenant, les choses se passent ainsi. Même après la fin de la guerre, les Iraniens ont déclaré que dans l'avenir, ils prévoyaient de faire payer chaque navire qui traverse le détroit d'Ormuz s'il veut bénéficier de la sécurité, car ils doivent compenser ce qu'ils ont subi, selon eux, de la part du peuple iranien. Donc, un peu comme un péage, quelque chose de ce genre où il faut payer. Tout a changé, Nima. L'Iran est très sûr de lui. Quand on leur disait « Votre pays va s'effondrer », l'ayatollah Khamenei a répondu « Non, nous sommes avec Dieu. Nous sommes du bon côté. Nous sommes du côté des opprimés. Et nous sommes fermes et nous vaincrons l'ennemi. » Beaucoup d'Iraniens ordinaires ont cru en cela. Beaucoup doutaient. Maintenant, ce n'est pas seulement en Iran. Les gens du monde entier sont stupéfaits. Pendant 12 jours, les forces combinées des États-Unis ont tout déployé dans la région, tout l'Occident. Les Français voulaient envoyer un porte-avions, les Britanniques aussi, tout le monde, mais ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas vaincre l'Iran. Ils ne peuvent pas vaincre l'axe de la résistance. Et maintenant, ceux qui étaient inquiets se sentent bien plus confiants. Je vous l'ai dit quand je suis allé dans la rue Engelab hier et qu'ils bombardaient à proximité, essayant délibérément de semer la peur, les gens n'ont pas bougé. Je veux dire, il y a des images de cela. J'ai tweeté quelque chose, en fait pas mes propres images, mais celles de la télévision iranienne. C'est vraiment impressionnant. Ainsi, le détroit d'Ormuz est bien protégé par l'Iran. Et si les États-Unis et leurs alliés lancent une attaque, ils subiront de lourdes pertes. Mais ne doutez pas que l'Iran n'autorisera le passage d'aucun pétrole ni d'aucun gaz. Si nécessaire, l'Iran détruira tous les pétroliers, puis toutes les installations, afin de s'assurer que les États-Unis n'obtiennent pas gain de cause. L'Iran veut-il que cela arrive? Non. L'Iran veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert, un détroit de prospérité pour les Iraniens, pour les peuples de la région et au-delà. Mais nous en sommes là à cause de Netanyahou, des sionistes et de son acolyte Trump. Nous verrons donc comment les choses évolueront. Dans quelle mesure l'Europe est-elle impliquée dans les attaques actuelles contre l'Iran et dans celles menées jusqu'à présent? Parce qu'on nous dit que leurs actions sont principalement défensives, qu'ils essayent, par exemple, de défendre Chypre. Mais que savons-nous réellement de leur collaboration avec les États-Unis et Israël dans ces attaques?
Toutes les bases américaines, toutes les bases de l'OTAN sont utilisées pour aider les États-Unis. Ici, le gouvernement grec et le gouvernement turc sont alliés. Ils agissent ensemble. Ils soutiennent tous deux cette agression. En gros, toutes les bases de l'OTAN et tous les pays de l'OTAN, tous les États membres de l'OTAN sont impliqués. Personne n'est exempté, sauf peut-être l'Espagne, qui je crois a refusé de coopérer, et je ne sais pas comment cela s'est terminé. Je n'ai pas suivi les nouvelles. Mais à part cela, ils sont tous impliqués. Je veux dire la Grèce, Chypre, la Turquie, l'Italie, les Britanniques, les Français, les Allemands, ils sont tous impliqués. Ne croyez pas un mot de ce qu'ils disent. Comme ces régimes du Golfe Persique quand ils prétendent être neutres, n'en croyez rien. Ils ne sont pas neutres, ils sont complices. Oui, merci, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci, Nima. Ce sont des temps tristes dont nous parlons. Ce sont des temps sombres, des temps très sombres. Les nuages au-dessus de Téhéran, les nuages de carburant en feu au-dessus de la ville, étaient le symbole de cette obscurité. Mais je vous l'ai dit avant l'émission, le vent s'est levé, la pluie est tombée, et le ciel de Téhéran est clair aujourd'hui. Le soleil brillera, et l'Empire tombera. Que des gens comme moi survivent ou non, l'Iran demeurera. La République islamique d'Iran demeurera. L'axe de la résistance demeurera. Et le régime israélien sera un régime affaibli, et l'Empire sera un empire affaibli. Je n'en doute pas. Merci, professeur Marandi. Merci, Nima.